Bonjour et shalom pour cette nouvelle édition de notre magazine Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous allons parler aujourd'hui de Memri, le miroir des médias du Moyen-Orient. C'est en fait un sigle d'une organisation qui désigne, traduit en français, l'Institut de recherche des médias du Moyen-Orient, qui était d'ailleurs créé en 1998. Et à mes côtés pour en parler, Nathalie Sherman, qui est directrice du département francophone de Memri, qui a été, lui, créé quelques années après, en 2001. Donc ça fait presque une vingtaine d'années que vous dirigez le département francophone dont on va parler. Donc malheureusement, quelques pays du Golfe sont devenus un camp militaire pour notre ennemi. Je dois dire ceci, 21 de leurs bases constituent des cibles pour nos missiles. Alors, on vient de voir un court extrait, mais un extrait fort intéressant, de l'un des centaines de clips produits chaque semaine par Memri. Vous, en fait, vous vous occupez de restituer le contenu non seulement des médias arabes et du Moyen-Orient, mais aussi des déclarations politiques les plus importantes. Alors, en quelques mots, puisque tous nos auditeurs ne connaissent pas votre organisation, présentez-nous ce que fait Memri, ses buts, ses moyens et surtout ses objectifs. Bonjour Richard, il y a beaucoup à dire sur Memri. Alors pour commencer avec juste quelques mots sur ce clip qu'on vient de voir, il s'agit d'un clip sur l'Iran qui constitue aujourd'hui un de nos gros sujets et c'était l'un des principaux conseillers de Khamenei qui évoquait les bases américaines. Khamenei, qui est le guide suprême iranien, qui est en fait plus important que le président Rouhani. C'est lui qui dirige l'Iran, en fait. Voilà, c'est lui qui dirige. Rouhani, c'est celui qui est sur le devant de la scène, qui dit ce qu'on lui demande de dire et qui paye les pots cassés, quoi, qui prend les coups, si on veut. Mais c'est Khamenei qui décide. Donc c'est juste l'Iran. Alors que fait Memri ? Memri donc, a été créé en 1998 par Yigal Carmon. Yigal Carmon est un ancien conseiller en affaires contre-terroristes d'Yitzhak Shamir et d'Yitzhak Rabin, donc c'est peu dire qu'il connaît son sujet. Et en 1998, l'objectif était de révéler au monde le double discours d'Arafat. Ça a commencé avec Arafat, parce que il y avait des pourparlers, et Arafat, très clairement, tenait un certain discours aux médias arabes, et un autre discours aux puissances étrangères, et c'était énorme. Or, les puissances étrangères ne connaissent pas l'arabe. À l'époque, encore moins qu'aujourd'hui, on a un petit peu de Google Translate, donc le fossé était gigantesque et il fallait absolument révéler ce qui se disait ici, au public arabe, révéler le double discours. Donc c'est comme ça qu'a commencé Memri. Et peu à peu, ça s'est étendu parce qu'il n'y avait pas qu'Arafat. D'abord, il y avait tous les responsables palestiniens, l'autorité palestinienne, et puis le Hamas, et puis le monde arabe, et l'Iran, et le monde chiite. Et on est allé jusqu'en Afghanistan, et aujourd'hui, on dit à Memri que nous effectuons la veille de Marrakech au Bangladesh. Une veille médiatique. Une veille des médias, exactement. Alors, que fait Memri exactement ? Il s'agit en fait de regarder tout ce qui s'est dit dans la presse. On ne va pas voir les discussions fermées sur Snapchat. Non, enfin, il y a une section très particulière qui le fait un peu, je vous en parlerai après. Mais on voit essentiellement ce qui se dit dans les médias, les grands médias publics. Il y a 100 chaînes télévisées qui sont passées en revue, préenregistrées, et ensuite regardées intégralement, à toute allure, parce qu'il y a plusieurs vitesses d'écoute. Donc, 100 chaînes du Moyen-Orient. En plus de ça, il y a tout Internet, en persan, en arabe, et également depuis quelque temps en français, parce qu'il se passe énormément de choses en français. Donc, on ne fait pas que rendre les traductions en français sur le site memri.fr, mais je rappelle d'ailleurs, aussi. Si ça, les auditeurs et ceux qui nous regardent pourront, après l'émission, se référer à cette adresse, Memri, comme ça se prononce, memri.fr. On a chaque semaine un menu différent. Voilà, donc c'est le résultat de cette veille qui est très étendue. Une veille des télévisions, une veille des sites internet, une veille des médias sociaux, en plusieurs langues, dans plusieurs régions. Et qu'est-ce qu'on rapporte ? En fait, évidemment, on ne peut pas tout traduire, donc on est obligé de faire une sélection, ce qu'on nous a beaucoup reproché. Parce que nos détracteurs nous disent « Oui, Memri est sélectif ». Évidemment qu'on est sélectif, on ne peut pas ne pas l'être. Donc, on a une approche politique, un petit peu économique, sociale, religieuse.
On considère ce qui se dit au niveau idéologique. On voit quels sont les changements, les nouvelles personnes qui apparaissent. On a un grand projet sur les réformistes qui veulent changer les choses. Et on leur a apporté, nous avons été les premiers à leur apporter une tribune à l'époque où ils ne pouvaient absolument rien dire. Au sein du monde arabe. Au sein du monde arabe, voilà. Je ne parle pas seulement des réformateurs en Iran, qui sont complètement muselés, mais évidemment, dans l'ensemble du monde arabe, il y a des réformateurs qui veulent changer les choses, qui veulent mettre fin aux dictatures, qui veulent même transformer un peu l'islam, faire que l'islam passe un petit peu le processus des autres religions, qui étaient très violentes aussi à la base et qui se sont en quelque sorte calmées avec le temps, parce que bon, voilà, il y a un processus que les religions suivent, et l'islam, on est resté, d'après ces réformistes, encore à un stade où on utilise la force, mais ça va changer, et donc ils essaient de promouvoir donc ça, c'est une nouvelle angle. approche. Ça, c'est juste un angle. Donc en fait, pour revenir à l'idée générale, nous faisons la veille des médias, nous traduisons en anglais, mais également un peu en polonais, parce qu'on a quelqu'un très bien qui le fait bénévolement, et en espagnol et en portugais. Donc c'est une plateforme vraiment de décryptage des médias du Moyen-Orient multilinguiste. Exactement. Multilinguiste, d'abord les langues dont on fait la veille, et puis le rendu est également multilingue, puisqu'il est en anglais, en français essentiellement, et également, comme je vous l'ai dit, en polonais, et puis bien un petit peu en espagnol, on a eu un peu d'allemand, enfin on a eu beaucoup de choses, mais c'est surtout l'anglais et le français. Alors c'est une équipe qui est installée à Jérusalem la plupart du temps, enfin en Israël. C'est combien de personnes, à peu de choses près? Alors Memri est une organisation 501C américaine, elle est donc enregistrée aux États-Unis, c'est là-bas qu'elle est née, mais le travail se fait à Jérusalem, on est 70 personnes en tout. Peut-être grosso modo une trentaine à Washington, un petit peu moins de 40 à Jérusalem. On a aussi un bureau à Tel Aviv qui s'occupe uniquement de veille télévisée des médias arabes et un petit peu en persan. Et puis on a des personnes un peu dispatchées dans le monde. On a quelqu'un en Inde, parce qu'on fait aussi la veille de l'ourdou et du pashto. Ce sont aussi des langues où il se passe des choses. Donc, ça suppose... mais l'ensemble, effectivement... Ça suppose des moyens suivis et je dirais des outils techniques assez développés. Ah oui, on a donc à Memri, ici à Jérusalem et à Tel Aviv, des grands bureaux d'écoute, des antennes satellites, on préenregistre. En fait, c'est un travail 24 heures sur 24, parce qu'on a aussi une équipe aux États-Unis. On travaille en continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et effectivement, on dépend que de dons, donc essentiellement américains, puisque c'est une organisation 500C et qu'il est plus facile là-bas de faire déduire les dons des impôts, mais on a aussi des donateurs, quelques donateurs en France. On n'a pas du tout d'aide du gouvernement israélien. Beaucoup s'imaginent qu'on est une agence gouvernementale. On ne l'est pas, on est absolument indépendant. Et au niveau du financement, surtout et également. Donc voilà, c'est comme ça que Memri fonctionne. Finalement, j'allais vous poser une autre question sur les objectifs. Pourquoi se focaliser et se concentrer à ce niveau-là, qui est un niveau hyper professionnel, sur les médias arabo-musulmans de la région? Pourquoi ce choix? Parce qu'il se passe, alors, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a un fossé linguistique qu'il faut combler. Et culturel aussi, culturel, parce que c'est vrai qu'il est nécessaire de comprendre, bien sûr. Mais nous, on veut surtout montrer aux médias, on veut montrer aux décisionnaires gouvernementaux dans les pays occidentaux ce qui se dit, afin qu'ils sachent et que le public sache, parce que le public a le droit de savoir ce qui se dit vraiment. Il y a des grandes décisions qui sont prises. On fait, par exemple, l'Iran est présenté, notamment en France, enfin beaucoup moins dernièrement, mais au début du mandat Macron, j'ai pu parler à certains officiels français et ils présentaient l'Iran comme un pays respectable, tout à fait respectable, avec une immense culture, mais ce qui est tout à fait vrai. Simplement, l'immense culture du peuple ne correspond pas du tout à l'islamisme des dirigeants du régime, et c'est avec eux qu'on décide. Au discours politique. Au discours politique et des décisionnaires. Ce sont eux qui prennent les décisions, ce sont avec eux que les Français vont devoir faire affaire. Donc nous, on arrive et on leur dit, voilà, alors l'Iran est un pays qui finance le terrorisme international, preuve à la pluie. Voici le chef du djihad islamiste qui dit sur les ondes d'Al-Aqsa, la chaîne télévisée du Hamas, que l'Iran les soutient ouvertement. On a un clip de Memri TV qui le dit. Le chef du Hamas à Gaza
Yahya Sinwar, même chose, il l'a dit directement. Nous sommes en accord avec le Hezbollah, nous sommes financés par l'Iran, merci à l'Iran. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Iran aussi le reconnaît. Nous finançons nos frères du Hamas. Ce sont des preuves et des pièces à conviction, comme on dit. Exactement. Memri est un outil pour ceux qui veulent militer, pour ceux qui veulent poursuivre en justice certaines personnes. Nous leur présentons, nos rapports sont des pièces qui peuvent être utilisées pour faire avancer les choses dans la bonne direction. Déjà, il faut savoir ce qui se dit. Si on avance dans l'ignorance, on crée des images, on projette l'image qu'on a envie de projeter et qui ne correspond à rien à la réalité. En fait, on est le miroir de la propagande des potentats en question et des dictatures en question. Si on ne pénètre pas, on ne décrypte pas leur discours et qu'on en parle de loin, en fait, on tombe dans le piège qu'eux tendent. Mais bien sûr, parce que... Et puis, ce qui est un peu désolant, c'est que parfois, ce sont les puissances occidentales elles-mêmes, européennes, qui deviennent le miroir des discours officiels des dictateurs. Donc, heureusement que Memri est là pour leur dire, bon, maintenant, voyons ce qui a vraiment été dit. Et nous, tout est sourcé, tout est référencé. Nous ne donnons aucune place à la rumeur. Il n'y a que des sources de première main. Nous n'allons pas voir ce qu'un tel a dit, qu'un tel a redit, une source floue. Non. Ouais, nous allons toujours vérifier les sources. Et donc, c'est utilisable. C'est fiable et utilisable. J'allais vous dire justement par rapport à l'un de vos objectifs qui est d'apporter des preuves et des données du réel concernant les véritables intentions de certaines dictatures dans la région, notamment l'Iran, vous êtes l'empêcheur de tourner en rond, parce que décrypter et ouvrir le rideau, tirer le rideau sur la réalité, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça fait avancer les choses. Parce qu'il y a quelques années, nous avions dénoncé des propos qui étaient tenus sur la Shoah. Des propos choquants, inadmissibles. Ça avait fait le tour du monde. Dans le monde arabe. Dans le monde arabe. Je crois que c'était en Égypte. Enfin, ça avait créé un tollé pas possible. Comment a-t-il pu dire telle chose? Et du coup, ensuite, nous avons eu d'autres personnes qui ont été interviewées et à qui, sur des ondes arabes, et à qui on a donné l'hameçon pour qu'eux aussi démarrent une diatribe anti-Shoah. Et puis, on a eu des rédactions de ce type, pas une seule fois. Hein. Ça s'est produit 3-4 fois. Désolée, mais il y a une organisation du nom de Memri qui regarde tout ce qui se dit partout et qui va me mettre en ligne. Alors, laissez-moi vous dire autre chose. Alors, et sur les ondes, hein, donc nous, évidemment, on l'a mis en ligne, on l'a diffusé, voilà, Memri sert à quelque chose. Mais c'est intéressant. Et on permet aussi donc de mettre en avant ceux qui tiennent un autre discours, parce qu'il y a des réformistes, eux, qui vous disent non, vous parlez de cette manière-là, c'est faux. Nous, on en a un du nom de Okasha, qui a tenu un discours... En Iran ? Non, là, c'était l'Égypte, si je ne me trompe pas, Okasha, qui, lui, a tenu un discours fantastique pour expliquer que la Shoah a bien eu lieu. Ça semble élémentaire, mais qu'il fallait le dire, mais bon, c'est comme ça. Qui a dit que le chiffre de 6 millions, il ne fallait pas le remettre en question, c'était indécent, c'était obscène. Et donc, il a expliqué à son public, alors ces personnes-là aussi, on les met en ligne et ça fait le tour du monde. Donc, on permet de leur donner un soutien, de les dénoncer, et ça permet de changer les choses directement. Non seulement d'informer les décisionnaires, mais de changer sur le terrain les choses. C'est une dynamique dans tous les sens. Alors, le feedback est d'une certaine manière très positif. Vous allez vous demander quels sont les feedbacks. Mais là, vous venez d'en parler. C'est donc véritablement c'est un travail d'empêcheur de tourner en rond, mais qui recueille ses fruits. Bien sûr. Ça a servi aux États-Unis à plusieurs reprises dans des procès en matière politique, parce qu'à partir du moment où on apporte des pièces qui ne peuvent pas être démenties, on est obligé d'en tenir compte. En France, récemment, c'était l'année dernière? Non, c'était en 2016, pardon. 2016, il y a eu l'affaire Tataï. L'affaire Tataï, donc, est-ce que j'ai des copies ici? Enfin, de toute manière, je ne vais pas pouvoir les montrer. Racontez-nous. Oui, alors l'affaire Tataï, c'est donc un imam de la mosquée En-Nour qui se trouvait à proximité de Toulouse et il faisait donc son sermon en arabe. Alors, il s'entendait très bien avec les représentants juifs des organisations de Toulouse. Ils étaient bons amis. Mais bon, l'imam d'Amataï donc faisait son sermon en arabe dans sa mosquée et personne n'allait vérifier ce qu'il disait. C'est un homme très bien. Et en fait, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a fait que réciter un hadith, donc une tradition islamique, qu'on récite
en long et en large dans les mosquées du Moyen-Orient. Simplement, cette fois, il l'a récité en France. Et en français, non? Non, en arabe. Mais Memri était là. Memri était là. Memri l'a entendu. Memri l'a mis en ligne. Je vous dirai ensuite ce qui s'est passé. Mais voilà, donc il disait les Juifs ne seront pas tranquilles tant que jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Au jour du jugement, jusqu'à ce que les musulmans combattent les Juifs au jour du jugement dernier, au jour du jugement dernier, et les Juifs se cacheront derrière l'arbre du Garkad, qui est l'arbre des Juifs, et les musulmans... je crois connaître le passage, parce que l'arbre parlera aux musulmans, il leur dira, un Juif se cache derrière moi. Un Juif se cache derrière moi, non, viens musulman fidèle, viens le tuer. Et donc, il a tenu ses propos, viens tuer le Juif qui se cache derrière moi. Les musulmans, il n'y aura la paix que quand les musulmans auront combattu les Juifs. Donc ça, si ce n'est pas une incitation au meurtre, au combat. Et donc, il répétait tranquillement son hadith à la mosquée. Memri l'a mise en ligne. La presse française l'a reprise, la dépêche du dimanche. Enfin, ça a été partout. Quelles ont été les suites, alors? Alors, les suites, c'est que maintenant, il est mis en examen. Et voilà, et il ne dit plus rien. Voilà. Bon, donc écoutez, ça permet quand même de faire avancer les choses, parce que la violence commence par les paroles, la violence physique commence par les paroles. Il faut prévenir ce genre de discours. Ils ne sont pas anodins. On n'a pas assez de mots pour dire à quel point ils sont dangereux. Donc, l'incitation à la violence débouche sur la violence. Voilà. Alors, on va s'acheminer vers la seconde partie de notre magazine. On va surtout parler de l'Iran. C'est pas un hasard si vous parlez beaucoup de l'Iran en ce moment, parce que c'est le danger sécuritaire, je dirais, pas seulement numéro 1 pour Israël, mais pour le monde libre et pour le monde occidental en général, malgré ce que certains pensent. Et donc, on va parler en seconde partie de l'Iran, après avoir revu le général de tout à l'heure, qui, lui, cette fois-ci, parle d'Israël et qui... énonce l'une des millièmes, je dirais, énième menace de destruction d'Israël. Si Israël ose faire une erreur, nous raserons Haïfa et Tel Aviv. Alors voilà donc un extrait très court, mais voilà une preuve, je dirais une pièce à conviction, une preuve du discours tenu en fait en permanence par les hauts responsables iraniens, que ce soit les civils ou du gouvernement, ou enfin les ayatollahs plutôt, les mollahs, ou les généraux. On a là un extrait parmi tant d'autres, mais la situation, on le sait, on l'a abordé dans notre magazine à plusieurs reprises, puisqu'on avait consacré une émission il y a quelque temps sur les risques de guerre dans les semaines, les mois ou le temps qui vient entre Israël et l'Iran. Mais là, vous jouez en situation chaude un rôle déterminant. Bah oui, parce qu'il faut quand même savoir ce qui se dit. Vous savez qu'il y a eu, il y a quelques années, l'accord de Vienne qui a été signé, le JCPOA. Le JCPOA qui conférait à l'Iran le statut de pays nucléarisé à des fins civiles, officiellement. Mais il permettait quand même à l'Iran d'entrer dans le club très fermé des puissances nucléaires. Ce n'est pas rien. Ce JCPOA, vous savez, vous connaissez la suite. Trump s'en est retiré parce qu'en fait, il n'assurait pas, il garantissait officiellement, mais il n'assurait pas sur le terrain une véritable inspection des agences nucléaires. Bon, il y a eu d'autres problèmes. Mais voilà, donc lui, celui qui vient de parler là, c'est le général Allahnur Nouralahi, et c'est l'un des principaux conseillers du commandant du collège des gardiens du corps de la Révolution. Les gardiens sont l'entité du régime. C'est la base, c'est une armée, une milice qui est, voilà, c'est la ça. Base à la fois idéologique et militaire du régime. Du régime, voilà. Donc, c'est pas rien de l'entendre dire qu'il va raser Tel Aviv et Haïfa. Alors, vous voyez, lui, les frontières de 48, de 67, il en a rien à faire. Haïfa et Tel Aviv, c'est-à-dire Israël, dans ce qu'il a de plus petit, dans son existence la plus minimaliste soit-elle. Et donc, nous avons aussi le général Hossein Salami, qu'on voit beaucoup plus fréquemment. Ce n'est pas l'extrait qu'on a passé, mais on a sur memritv.org plusieurs extraits de ce type de Hossein Salami qui, lui, dit, alors je vais vous citer là deux petits extraits que j'ai pris, et qui est commandant-chef du CRG, des gardiens de la Révolution. C'est le numéro 1. Ouais. Alors lui, que dit-il ? Nos capacités de dissuasion sont presque à leur apogée. La puissance de l'Amérique est sur le déclin.
une guerre régionale rayerait Israël de la carte. Alors, ils passent leur temps à dire qu'Israël ne s'imagine pas que s'il y a une guerre, qui n'ait pas été lancée par lui, il pourra s'en sortir. Israël sera de toute manière toujours impliqué et rayé de la carte. Voilà, donc il le dit très clairement. Il le dit aussi, voilà, le commandant en chef du CRGI, l'Amérique, l'Angleterre, Israël et le clan Saoud, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, si vous franchissez nos lignes rouges, nous vous anéantirons. Alors, ils ont toujours des propos très clairs. Anéantirer. Je voudrais, là, parce que c'est de toute manière assez passionnant, que vous nous disiez pourquoi il faut prendre au sérieux ces déclarations. Pourquoi il faut croire. Et pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas les croire ? C'est quand même... enfin, je veux dire, ce n'est pas l'homme de la rue qui est en train de s'énerver. C'est le général numéro 1, c'est Khamenei, c'est Rouhani. C'est des gens de ce niveau-là qui parlent. Alors, si eux, on ne les prend pas au sérieux, qui sait qu'on prend au sérieux ? En général, on est plutôt enclin à penser qu'on en dit moins et qu'on en fait plus. Pourquoi ils en diraient plus pour en faire moins ? Enfin, il faut quand même les prendre au sérieux. Alors, dans ce cas, on prend plus rien au sérieux. Non, mais le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. En l'occurrence, l'Europe a joué un rôle catastrophique dans la conclusion de ce pacte nucléaire. Puisque... Alors, je veux quand même dire, excusez-moi, Richard, je veux quand même dire que l'Europe, au début, avec Laurent Fabius, était celle qui mettait le haut là. Quand Obama... c'est quand même Obama qui a fait les principaux efforts pour arriver à cet accord. Il a fait un pari dangereux. Il a parié que le régime s'effondrerait et que dans quelques années, quand ils auraient atteint leur puissance balistique, parce qu'il y a aussi les missiles balistiques, le régime ne serait plus là. Obama a fait un pari. Voilà, il a fait un pari dangereux pour Israël et c'était un pari. Mais qu'est-ce que je disais ? La question, c'était de savoir s'il fallait prendre les gens au sérieux et ceux qui ne veulent pas entendre. L'Europe, disiez-vous. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Fabius, voilà, c'est ça. La France a dit à ce moment-là, et c'était Laurent Fabius, non, nous devons considérer une à une les clauses. Il y a des choses très problématiques et c'est la France qui mettait le barrage au JCPOA. La France a vraiment été au départ très, très réticente et elle a permis vraiment d'aller dans un sens sécuritaire. Mais les choses ont mal évolué. Oui, ensuite ça a évolué parce que Trump est arrivé au pouvoir. Lui, c'est complètement retiré du JCPOA. Et puis les gouvernements européens ont en fait aveuglément soutenu le JCPOA. Pourquoi ? D'après les analyses qu'on a pu recueillir ici, c'est parce qu'il y avait aussi des intérêts économiques énormes pour l'Europe. Ah ben, pas si énorme que ça. Non. Pas si énorme que ça. Alors c'est pire encore. C'est ce qu'on dit. Et en fait, vraiment pas si énorme que ça. Total n'a pas hésité à se retirer dès que l'Amérique a fait savoir. N'a pas hésité à se retirer. Et ça représentait combien de son chiffre d'affaires ? Un truc ridicule. 2%, enfin, bon, c'est quelque chose. Ou 0,2%. Enfin, un truc ridicule. Donc, les intérêts économiques ne sont même pas si importants. C'est important ce que vous dites. Et ça, j'en avais également parlé avec une officielle du gouvernement Macron qui était venue, qui était à l'époque conseillère pour l'Iran, le Moyen-Orient, Delphine O, qui m'avait dit non, mais ce n'est pas économique. L'Iran est une grande puissance avec une matière grise considérable. Il y a beaucoup à faire avec l'Iran. Oui. Encore une fois, la différence entre le régime et le peuple. Pardon. Non, mais ce qui est intéressant, là on approche quelque chose d'important, c'est que contrairement à ce que certains journalistes disent et ce que le sens commun a l'air de considérer, la politique arabe de l'Europe ou la politique arabe de la France, qui est une vieille histoire, qui date de l'époque gaulliste, n'est pas fondée sur des intérêts économiques, sur le pétrole, etc. Ça, c'est le petit bout de la lorgnette. Là, vous court-circuitez quand même, parce que par moment, si, là, on parle de l'Iran. Attendez, oui, mais d'une certaine manière, il y a dans le rapport des puissances occidentales, des grands pays occidentaux avec les pays du Moyen-Orient, il y a aussi une fascination, il y a quelque chose de l'ordre culturel. Vous le citiez vous-même à propos de l'Iran, le fait est que les gens répondent c'est un grand pays, une grande culture, etc. Il y a une espèce de fascination moyen-orientale du Levant qui opère toujours son charme sur les régimes d'Europe. Vous êtes un peu poète, et c'est certainement vrai, mais je ne sais pas si le Quai d'Orsay se laisse fasciner par ce genre de choses. Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que là, je parle vraiment du Kérénien, parce qu'aujourd'hui, le monde arabe est en paix avec Israël. Le monde arabe est en paix avec Israël aujourd'hui. Le problème, ce n'est plus ni l'Arabie Saoudite, ni l'Égypte, ni la Jordanie. Les populations sont assez anti-israéliennes, mais au niveau des régimes, il n'y a vraiment aucun élément de guerre. Il y a plutôt une coopération sécuritaire. Ça se passe bien avec le monde sunnite arabe aujourd'hui, globalement.
Évidemment, bon, le Hamas est pro-iranien, bon. Mais c'est avec plutôt l'Iran. C'est vraiment l'Iran qui pose un problème sécuritaire aujourd'hui. Et donc, l'une des questions qui tombe sous le sens, c'était de vous demander, bon, le dossier iranien est considérable, mais lorsqu'on parcourt le site, et vous envoyez d'ailleurs à ceux que cela intéresse, de manière mensuelle, une sélection des vidéos et des extraits de presse les plus intéressants, une sélection que vous faites sur le grand kaléidoscope traité chaque jour et chaque semaine par Memri. Et on voit revenir des sujets qui sont très divers, qui touchent d'abord l'Iran, mais aussi beaucoup, évidemment, les Palestiniens, soit les Palestiniens qui sont de Gaza ou d'ailleurs, ou leurs émissaires dans les pays arabes. Et le dossier palestinien a une part de choix dans vos sélections. Bien sûr, parce qu'il se passe beaucoup de choses et que ça change vite et que ça intéresse nos lecteurs et que de toute manière le conflit israélo-palestinien a un impact sur le monde, qu'on le veuille ou pas, au niveau médiatique, au niveau politique, au niveau de l'exemple terroriste que les terroristes palestiniens ont pu donner aux perpétreurs d'attentats en Europe, qui beaucoup se servent de l'arme blanche également. Ça a commencé ici. Pour les attentats béliers, ça avait aussi commencé ici. Les voitures béliers. Oui. Voilà, les attentats béliers à la voiture. Donc, ça avait commencé également dans la région et ça s'était répercuté. Donc, le conflit ici a des répercussions. Et effectivement, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe, aussi bien au sein de l'autorité palestinienne, sur les chaînes de l'autorité palestinienne, que ce qui se passe à Gaza. Eux ont une chaîne à eux, la chaîne Al-Aqsa du Hamas, que nous avons réussi à Memri à faire interdire en coopération avec le CRIF et le CSA à plusieurs reprises, à 2 reprises, il me semble, en France, parce qu'en fait, cette chaîne-là, non seulement elle diffuse à Gaza et dans la région, mais elle diffusait par le satellite, par Eutelsat, elle diffusait également en Europe. Donc, nous avons réussi à la faire interdire. Mais Al-Aqsa, ils ont trouvé un moyen de rediffuser quand même. Ils se sont débrouillés. Ils ont changé le nom de la chaîne. Ils ont fait un petit cinéma pour nous dire adieu et pour se remettre avec un autre nom. Donc, il a fallu à nouveau les débusquer. C'est un combat constant. Mais effectivement, on effectue cette veille parce qu'elle est importante. Et justement, au registre du dossier palestinien, on en reparlera peut-être à l'occasion d'une nouvelle émission parce que c'est un sujet en soi qui est vous avez joué, vous, un rôle particulier dans le dossier de l'UNRWA, de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Vous avez amené plusieurs pièces, etc. Et vous-même, Nathalie, vous connaissez très très bien ce dossier. On en reparlera peut-être une prochaine fois, mais donnez-nous envie de le découvrir. Quel rôle vous avez joué avec l'UNRWA ? Nous, en fait, nous, à Memri, nous avons juste fait paraître quelques rapports très intéressant déjà à l'époque sur les contenus des manuels. Parce qu'en fait, Memri pense qu'il faut connaître le contenu des manuels scolaires, le contenu des sermons dans les mosquées et le contenu des médias. Ce sont les 3 éléments qu'il faut connaître pour comprendre le passé, le présent et l'avenir. Donc, nous avons fait les manuels scolaires de l'UNRWA, les manuels palestiniens, et en fait, qui se collent un petit peu aux manuels jordaniens ou aux autres manuels. Et donc, les écoles de l'UNRWA, qui sont quand même financées par l'ONU, donc par les contribuables européens, qui incitent à la violence, ne présentent pas Israël sur la carte. C'est la Palestine, ce sont les mêmes frontières. Le négationnisme géographique. Oui. Voilà, et ce sont donc les contribuables qui payent pour ça, les contribuables européens qui payent pour ce genre de discours. Dans les écoles de l'UNRWA, l'UNRWA fait un travail fantastique au niveau humanitaire. Elle apporte des écoles, une aide alimentaire. Je ne veux pas toucher à ça. Mais au niveau des manuels et de l'idéologie qui est propagée, elle joue un rôle très nocif. En plus d'un deuxième élément, c'est que c'est un outil politique. L'UNRWA reconnaît le fait que les réfugiés palestiniens soient de génération en génération des réfugiés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils veulent retourner au sein des frontières d'Israël, d'où ils ont été... Et c'est d'ailleurs, on en reparlera lorsqu'on reprendra rendez-vous, pour s'intéresser de près à l'UNRWA, qui fait les titres de beaucoup de unes au Moyen-Orient, mais on sait que... À cause d'un problème de corruption interne. Oui, non, c'est pour ça aujourd'hui qu'elle fait la une. En même temps, mais aussi parce que Israël a eu une position à plusieurs reprises de dénoncer l'utilité de l'UNRWA, dans le sens où c'est la seule organisation de l'ONU
spécifique sur un certain type de réfugiés. Il y a eu des millions de réfugiés dans le monde, mais l'UNRWA continue d'exister 70 ans après. Oui, elle a 70 ans aujourd'hui, je crois. Et donc voilà, c'est son anniversaire. Bon anniversaire. On a eu raison d'en parler. Écoutez, en tout cas, je crois qu'on arrive presque au terme de notre magazine cette semaine. Je vous remercie d'être venu. On prend date pour reparler de l'UNRWA et surtout pour recommander à ceux qui nous écoutent et nous regardent de se brancher sur memri.fr pour vraiment découvrir les réalités des fois encombrantes et je dirais dérangeantes du monde arabe, ce qui se dit et ce qui se prédit d'une certaine manière. Car nous savons bien que quand des gens prennent la parole et avancent, et quand il s'agit en plus de responsables, avancent des idées et des plans, il faut les prendre au sérieux. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.